Il y a quelques temps, vous m'avez posé pas mal de questions et aujourd'hui, c'est l'heure d'y répondre. J'attends mon Sony A7 IV depuis trop longtemps, j'hésite à l'annuler. Est-ce que les pénuries ne représentent pas une menace majeure pour le marché de la photo? Et en fait, ce que cette personne sous-entend, c'est finalement, à force de ne pas pouvoir acheter un appareil photo quand on en a envie, on va s'habituer, on va rester avec son smartphone et finalement, on va un peu abandonner. Ça va leur faire perdre des clients qui potentiellement auraient eu envie de se mettre à la photo. Et peut-être, je n'en sais rien, je n'ai pas la réponse à ça. Ce que je peux dire, c'est que le marché de la photo, certes, se réduit énormément, mais quand vous lisez, et dernièrement, j'ai vu je sais plus, un bilan en fait de chez Canon qui disait que dans les prochaines années, certes, ils voyaient toujours se rétrécir tout ce qui est segment bas de gamme, donc évidemment les compacts, les bridges, les réflexes, tout ça, c'est un marché qui va se réduire comme peau de chagrin et qui est amené à disparaître. Mais Canon note qu'il y a quand même de plus en plus de besoins de vidéos haut de gamme, de photos et de vidéos haut de gamme. Donc la majeure partie du business pour les prochaines années, elle est dans les appareils photo qui ont quand même une certaine valeur et qui vont nourrir des besoins qui sont professionnels ou semi-professionnels. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui, tout est photo, parce qu'il faut couvrir tous les événements partout dans le monde en temps réel. Et il y a des photographes absolument partout. Et c'est la même chose pour la vidéo. Il n'y a jamais eu autant de plateformes vidéo qu'aujourd'hui. On a besoin de faire de la vidéo et de communiquer sur de la vidéo absolument partout. Donc il y a un vrai besoin et le marché de la photo, il ne va pas disparaître. Parce que clairement, on est probablement arrivé aujourd'hui quasiment au point le plus bas et probablement que ça ne diminuera plus beaucoup. Et même Canon dit probablement que dans les prochaines années, ce segment-là va encore grandir. Donc le marché de la photo n'est pas menacé. Pour autant, c'est clair que les pénuries, c'est un problème parce qu'à un moment donné, si vous n'avez rien à vendre, vous ne pouvez pas faire de chiffre d'affaires en fait. Même si vous avez des clients qui attendent le produit, c'est clair que ces clients-là, ils ne sont pas forcément prêts parfois à attendre un an. Quand je vois que Nikon Rumeur, je ne sais pas si c'est vrai, disait que pour un Z9, probablement que si on le commande aujourd'hui, il faut peut-être l'attendre jusqu'à janvier 2023. Waouh, ça paraît du délire. Canon dit, si vous commandez un Canon R6, un R3, attendez-vous à l'attendre au moins 6 mois. Les gens qui ont commandé un A7 IV, je connais des gens qui ont commandé un A7 IV au mois de novembre, on est au mois d'avril, ils ne l'ont pas reçu. C'est clair que ces gens-là, ils vont peut-être pas attendre indéfiniment et clairement, ça va faire perdre des clients. Mais je ne crois pas que ça soit lié. Je ne crois pas que ce soit la pénurie qui vienne menacer le marché de la photo. Penses-tu que Canon va finir par laisser les marques tierces créer des objectifs pour RF? Moi, je pense que les ventes de Canon aujourd'hui sont excellentes. C'est-à-dire qu'ils ont des trous quand même dans les objectifs, même si avec la bague, on peut prendre des EF, ça vient combler un peu. Les ventes restent excellentes chez Canon. Les R5 et les R6 se vendent comme des petits pains. Ils sont revenus, vraiment, ils sont capables de concurrencer Sony sur à peu près tout. Et on peut dire que waouh. Et aujourd'hui, c'est vrai que finalement, l'absence de Sigma et de Tamron, elle n'a pas l'air d'être très préjudiciable pour Canon. Et je pense que tant que cette situation où les ventes sont au beau fixe, qu'ils ont du mal à fournir, je ne vois pas d'intérêt en fait pour eux de laisser rentrer Sigma et Tamron. Donc je pense que cette situation-là va probablement durer encore quelques années. Moi, je ne pense pas que ça va terminer. S'il faut, je vais être démenti dans un mois. Mais moi, je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui est dans le pipe. Au contraire, je pense que Nikon, dont les ventes ont l'air moins bonnes que Sony ou que Canon, sera probablement les premiers à ouvrir la monture avant Canon. Et je pense qu'à un moment donné, quand Canon va commencer à être le dernier à ne pas avoir Sigma et Tamron, qui sont des atouts XXL, probablement que oui, ça viendra. Donc, moi, je suis convaincu que ça viendra. La question, c'est quand. Je pense que c'est pas tout de suite. Parce qu'il faut bien comprendre que développer ces appareils-là, ces montures et ces objectifs-là, il faut les rentabiliser avant de dire à quelqu'un, viens profiter de ma monture. Et aujourd'hui, je ne vois pas d'intérêt pour eux de le faire, même si l'intérêt pour les clients, il est évident. On est bien d'accord, on parle de business. Pourquoi tu ne parles jamais de moyen format? Écoutez, le moyen format, moi, j'ai jamais été... Oui, c'est vrai que là, on parle de prestige. Moyen format, moi, j'ai jamais été plus attiré que ça. C'est un format qui, certes, le capteur est plus grand, mais quand vous regardez dans le détail, qu'est-ce que ça apporte? Oui, vous avez du 100 millions de pixels et plus, à des tarifs qui sont de plus en plus abordables. C'est réel. Mais le nombre de personnes qui peuvent justifier d'avoir besoin de 100 millions de pixels, waouh, ça se compte peut-être sur les doigts de la main. Et c'est probablement... voilà, ça n'intéresse pas grand monde en fait.
Donc, qu'est-ce que ça apporte le moyen format? C'est vraiment la question. Quel est l'appareil photo où au moment du test ou de l'avoir en main, tu t'es dit waouh, c'est le meilleur que j'ai vu pour l'instant? Sans hésiter, le Sony A1. Parce que avant le Sony A1, il fallait faire un choix. Est-ce que vous vouliez la haute résolution? Est-ce que vous vouliez un appareil photo bon en vidéo et sans limite de temps, sans surchauffe du coup? Et est-ce que vous vouliez un bon autofocus? À un moment donné, c'était 3 appareils photo différents. Vous n'aviez pas le choix. Et avec le Sony A1, bim, Sony a montré, eh ben moi je peux vous donner la haute résolution, une rafale à 30 images par seconde, un buffer qui est top, aucune surchauffe, aucune limite de temps. Euh, Waouh! C'est pour moi, enfin, en fait, ils ont fait un truc que je pensais impossible. Donc c'est vrai que, et un autofocus absolument irréprochable. Donc c'est probablement l'appareil photo qui a montré qu'un truc qui n'était pas possible était possible. Quel est le truc caché ou peu connu que tu apprécies le plus sur le Canon R6? Bah moi les Canon, ce que j'apprécie le plus et dont on parle assez peu, c'est l'écran tactile. Un écran tactile qui est aussi bon qu'un smartphone. C'est très très agréable en termes d'ergonomie. J'aime beaucoup aussi le C-RAW, donc c'est le RAW compressé, c'est un RAW qui fait quasiment la taille d'un JPEG, sauf que c'est un vrai RAW derrière. Et vous perdez que très 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 peu d'informations. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi sur le Canon R6. Et le Canon R6, là on parlait juste à l'instant du Sony A1 qui fait 7000 euros. Le Canon R6, moi je le compare presque en termes d'autofocus à un Sony A1. Et beaucoup le voient comme quelque chose qui... c'est d'entrée de gamme presque, moyen de gamme le R6. Ben, pour moi, en termes d'autofocus, c'est presque la même chose qu'un Sony A1. Il est capable de faire 20 images par seconde. L'autofocus, c'est très très difficile de venir le prendre en défaut. Donc oui, il fait que 20 millions de pixels, mais pour moi, c'est un des appareils photo, waouh, qui m'a vraiment bluffé. Et j'ai été étonné quand le Sony A7 IV est arrivé, que finalement, il ait une rafale et un autofocus qui soit, à mon goût, nettement moins bon qu'un Canon R6. Penses-tu que Sony sortira un vrai boîtier pro? Je m'entends de la taille d'un Canon R3 et d'un Z9. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Je ne suis pas super méga fan des boîtiers Sony. Je trouve qu'ils ont tous la même forme et donc tous les mêmes qualités et tous les mêmes défauts. On va pas parler de l'écran, parce que si vous me parlez de l'écran du 1, on va se fâcher tout de suite. C'est une horreur, c'est indigne. C'est absolument indigne de mettre sur un Sony A1 7000 euros cet écran-là. Je ne sais pas comment ils ont osé faire ça chez Sony. Mais c'est vrai que quand vous avez un Canon R3 notamment en main, vous avez le confort d'un boîtier professionnel et vous avez un poids qui est contenu, c'est-à-dire que vous avez à peu près 200 grammes de plus qu'un Sony, c'est pas énorme, mais vous avez le confort que ça vous apporte. Et moi, j'ai toujours mes doigts entre l'objectif et le grip du Sony, j'ai des grosses mains, c'est toujours un peu juste, ça frotte un peu. C'est vrai que vous avez un confort et vous avez plus de boutons, tout est plus sympa quoi. Quand vous avez un boîtier plus gros. Malgré tout, je pense que chaque marque a vraiment son ADN. Et l'ADN de Sony, c'est la compacité, c'est le poids mesuré et la miniaturisation. Et je pense que les mecs, c'est une obsession au moment du développement. Et je pense que sortir un appareil photo qui serait gros, c'est probablement pas dans leur ADN. Donc moi, je pense pas qu'ils le feront. Après, on verra. Encore une fois, je serai peut-être démenti, mais moi, je pense que c'est pas l'ADN de Sony. Vous voyez, au moment d'utiliser des CF Express type A, comme tout le monde, eh ben, ils inventent la CF Express type B, encore plus petite que la carte SD. Moi, je pense que c'est ça, plutôt Sony. Bonjour et bonne année Damien, je viens de me séparer de mon A7 II. Je réfléchis pour réinvestir sur un A7 R4. Est-ce qu'il faut attendre le A7 R5? Moi, j'aurais tendance à dire oui, parce que l'A7 R4, il fait partie de cette génération de boîtiers où il y avait quand même un compromis sur l'autofocus. Et ensuite, il n'a pas les nouveaux menus, notamment. Il y a quand même quelques petits trucs qui ont changé depuis. Et on peut s'attendre à un A7 R5 qui doit au moins faire aussi bien qu'un Canon R5. Et Dieu seul sait qu'un Canon R5 est supérieur à mon goût au A7 R4 sur beaucoup, beaucoup de choses. Donc moi, j'aurais tendance à dire on attend le A7 R5 et on ne devrait pas attendre encore très très longtemps. D'après les rumeurs, c'est pour cette année. Peux-tu ajouter les objectifs Samyang à tes tests? Oui, ils ont un rapport à qualité-prix. Oui, je les ai ajoutés. Je vous ai fait le test notamment du 135 mm 1.8 et je vous ai fait le test aussi, alors je ne sais plus c'était quoi la focale, mais je crois que c'était un 12 mm pour l'Astro. Mais, c'est des objectifs qui font peu de vues. Ils ont beau être très très bons, quand vous sortez une vidéo avec Samyang dans le titre, bah, fait beaucoup beaucoup moins de vues et le travail est le même que de faire une vidéo pour un objectif Sony, Canon ou Fuji. Donc en tant que créateur de vidéo, on veut toujours avoir une audience qui soit intéressante. Et les ventes ne sont pas très bonnes. C'est-à-dire que même le 135 mm 1.8, moi j'ai été étonné
par le niveau de vente après la vidéo. Pourtant, je sors une vidéo qui dit « Il est incroyable cet objectif ». Ils ne peuvent pas faire mieux, ils ont fait même mieux que Sony. Le prix est dingue, l'objectif est magnifique, bien construit. Et malgré tout, je vois bien que les ventes ne suivent pas. Donc, voilà, oui, je les ajoute, mais faire une vidéo, ça prend beaucoup de temps. Je ne peux pas faire une vidéo pour tous les objectifs qui sortent sur le marché. Et je suis quand même un peu déçu de l'accueil de l'audience à chaque fois que je parle de Samyang. Quel logiciel de retouche préfères-tu utiliser et pourquoi? Moi, j'utilise Capture One principalement, parce que c'est un logiciel avec lequel je suis à l'aise. J'aime beaucoup les outils de colorimétrie notamment qui sont apportés par Capture One. C'est quelque chose que j'aime bien. Je trouve qu'il y a un côté chouïa un tout petit peu plus avancé que Lightroom. À l'inverse, je trouve que, et je conseille Lightroom tous les jours. J'ai des gens qui me demandent, Damien, tu me conseilles plutôt Capture One ou Lightroom? Et tous les jours, je leur dis, non, non, pour débuter avec Lightroom. C'est un logiciel, j'aime beaucoup l'organisation de Lightroom. En fait, vous avez tous les outils sous la droite, les uns en dessous des autres. Vous avez maintenant en plus les masques qui vous permettent de faire une sélection du ciel, du sujet grâce à l'intelligence artificielle tout seul. Je trouve que tout ça, pour débuter, Lightroom est un logiciel qui est infiniment supérieur à Capture One, avec tous ces systèmes d'onglets où on se perd un peu et les outils ne sont pas toujours les plus simples à utiliser sur Capture One. Moi, j'aime beaucoup Lightroom pour débuter, mais c'est vrai que pour mes photos à moi, j'utilise beaucoup Capture One. J'utilise évidemment Photoshop pour la retouche photo. Et après, j'utilise plein d'autres outils. J'aime bien Luminar. Moi, Luminar, je suis pas, enfin, toutes mes photos n'ont pas besoin d'être retouchées sous Photoshop avec du split frequency pour retouche de peau. Voilà, on n'a pas toujours énormément de temps. Et dans Luminar, il y a plein d'outils qui sont sympas. Des outils qui, parfois, pour améliorer un tout petit peu le bokeh, pour supprimer des lignes électriques, pour remplacer un ciel rapidement, même pour les retouches de peau, pour remettre un peu de peps dans les yeux, pour enlever rapidement des défauts de peau. Ils ont des trucs en 2-3 touches dans Luminar où moi, personnellement, ça me va. Mais ça ne marche pas sur toutes les photos. C'est pas 100% parfait. Et il faut être capable, généralement, après Luminar, de venir corriger un peu des défauts. Luminar va vous faire 80% du travail, mais il y a toujours 20% du travail que si vous ne le faites pas, ça va tout de suite se voir. Mais voilà, en tout cas, je n'utilise pas qu'un seul logiciel. J'aime beaucoup la suite Topaz et la suite DxO Pure RAW, qui permet notamment de réduire le bruit ISO. Pour moi, c'est des indispensables. Vous avez le Topaz Sharpening ou Sharpen, qui va vous permettre, si votre photo est légèrement floue, d'améliorer la netteté de la photo. Moi, c'est des logiciels, en tout cas tout ça, que j'utilise au quotidien. Voilà pour toutes ces questions-là. Merci de les avoir posées. Dites-moi vos commentaires. Je pense qu'il y a une tonne de commentaires à propos de tout ce que j'ai dit en commentaire. Ça m'intéresse de vous lire. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!